Bien, tout d'abord, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ce webinaire sur les Français et les pratiques RSE des établissements financiers. Je vous remercie de couper vos micros. Effectivement, ça va être plus facile. Donc, c'est une petite intervention qui va durer un petit peu moins d'une heure avec un temps de questions-réponses à la fin. Moi, je vous ai en plein écran, donc je ne vais pas voir si vous voulez participer au cours de la conversation, mais on reprendra bien sûr le temps de vos questions à la fin de cette présentation. Donc, nous avons eu le plaisir de réaliser cette étude pour et avec ONE en nous intéressant aux perceptions des Français, des pratiques RSE, de leurs pratiques RSE, et en particulier dans l'univers de leurs banques, assurances ou organismes de prêt. Et donc, nous allons découvrir dans cette étude qu'il reste du chemin à parcourir, mais que des solutions comme le cashback ou les facilités de paiement sont de réels leviers pouvant être visibles, pouvant être moteurs également dans la consommation responsable des Français. Alors, on va s'organiser de la sorte, c'est-à-dire qu'on va effectivement tout d'abord nous présenter, puisque ONE et Corinne Auchard, CEO de ONE, nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui et d'apporter son témoignage à la fin de cette présentation. Donc, on va se présenter déjà l'une et l'autre et présenter nos entreprises. Je vous présenterai les résultats de l'étude, puisque donc, pour ma part, je suis Pascal Bourlot de chez Moaï, et puis je laisserai la parole à la fin pour ce témoignage de Corinne Auchard sur ce témoigne vivo de ces résultats de l'étude et des actions engagées. Voilà, donc Corinne, je vous laisse la parole déjà pour une petite présentation introductive. Très bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de partager effectivement l'étude et les résultats de l'étude que nous avons menée avec Moaï. Alors peut-être pour recadrer un petit peu le sujet et vous réintroduire pour ceux qui connaissent ONE ou ceux qui connaissent moins ONE. ONE, c'est une banque. C'est une banque singulière puisqu'en fait, elle a un double ADN de commerçant et de banquier. En effet, ONE a été créé en 1983 par Auchan, qui a voulu créer une banque pour développer une offre qui était à l'époque unique sur le marché, qui permettait de financer ses achats en magasin et puis de fidéliser les clients à l'enseigne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru puisque nous sommes devenus une banque internationale présente dans 12 pays en Europe. Et nous avons toujours notre actionnaire historique Auchan dans notre actionnariat. Et puis, depuis à peu près 2 ans, nous avons le soutien d'un nouvel actionnaire complémentaire qui est le groupe bancaire BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, en fait, depuis 1983, donc depuis quasi 35 ans, nous innovons au niveau donné en créant des solutions de paiement et des services financiers qui sont assez uniques sur le marché, avec un seul objectif qui est d'inventer une nouvelle manière de consommer, une manière de consommer qui soit plus moderne, plus responsable et surtout plus humaine, avec une vraie volonté dans les temps que nous vivons d'allier la puissance du digital avec la proximité de la relation humaine. Alors, ces innovations, elles se développent autour de 4 grands métiers que nous pratiquons. Le paiement, on a parlé des facilités de paiement, on y reviendra après, mais nous émettons également des cartes de paiement, qu'elles soient privatives mais également bancaires. Le financement au travers d'offres très diversifiées, notamment le prêt personnel, donc le financement de projets, l'assurance. Et puis enfin, dernier sujet que nous développons et qui est aussi source d'innovation, c'est tout ce qui tourne autour de la connaissance client et plus précisément de la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, en France, nous sommes leaders du paiement fractionné. Nous avons créé d'ailleurs le paiement fractionné. Alors, pour ceux qui connaissent moins, le paiement fractionné, c'est la possibilité pour un client, quand il réalise un achat avec sa carte bancaire, la carte de sa banque, de payer cet achat en 3 ou 4 fois en utilisant sa carte bancaire et sans, processus lourd, et notamment dans un site e-commerce, de le faire de façon très simple sur la page de paiement. Alors, ces facilités de paiement, ce paiement fractionné,
ça connaissent un engouement très, très fort. On a créé le paiement fractionné il y a 14 ans. Notre premier partenaire, c'était Pixmania. Et aujourd'hui, en 2020, nous réalisons un paiement fractionné sur trois en France. C'est-à-dire que plus de 7,8 millions de clients utilisent nos solutions. Et aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 550 partenaires, ce qui représente à peu près 10 000 points de vente. Alors, on a bien évidemment de gros commerçants et e-commerçants, tels que Boulanger, Showroom Privé, Air France, on y reviendra après, Back Market, mais aussi des industriels, Samsung, que nous accompagnons dans leur développement en France et puis également à l'international. Donc finalement, pour revenir à l'étude, notre vraie vocation, c'est d'être partenaire de la transformation du e-commerce avec une ambition, c'est de donner à chacun le pouvoir d'améliorer son quotidien et de mieux consommer. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité être le partenaire exclusif de cette étude réalisée avec Moaï. Et d'ailleurs, je voulais remercier vraiment chaleureusement les équipes de Moaï pour la qualité de leur travail. Et vous allez voir que cette étude, en tout cas pour nous, va nourrir beaucoup nos projets en cours et à venir. Voilà, je vous passe la main pour dévoiler les principaux résultats de cette étude. Merci Corinne. Donc effectivement, juste un petit mot sur Moaï, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas. Moaï, institut d'études qui est né à peu près en même temps que ONE, puisque ça fait 35 ans environ que nous existons également. Et nous avons comme baseline, vous pouvez le voir, data, études, conseils, et cette constellation et cette envie de découvrir le consommateur autour du métier historique que sont les études quantitatives et qualitatives. Et puis, avec un département data, avec des data analysts, data scientists, directeurs scientifiques également très présents qui nous accompagnent sur la compréhension des données et du consommateur, et cette branche conseil qui va nous permettre d'aller au-delà et d'être effectivement proactif également sur des recommandations à l'issue des études. L'idée, c'est de vous présenter aujourd'hui cette belle étude que nous avons réalisée en exclusivité avec ONE, étude que nous avons réalisée online du 23 au 30 mars, auprès de 1000 personnes interrogées, un échantillon national représentatif créé sur des quotas et un questionnaire qui va balayer les différents métiers dont vous avez parlé tout à l'heure. On va parler banque, on va parler assurance, on va parler prêt, on va parler paiement fractionné. On a parlé de plein de sujets autour d'un questionnaire d'une vingtaine de minutes. On ne va pas vous présenter tout aujourd'hui, mais un extrait des résultats en commençant finalement assez large, déjà en regardant l'attitude des Français en matière de consommation responsable, et puis on va repérer juste après sur les classements responsables. Les Français sont adeptes, effectivement, de la consommation responsable, et on va voir qu'ils s'intéressent finalement assez peu, malheureusement, aux démarches RSE de leur établissement financier. On dit qu'ils sont adeptes, parce que si on veut planter le décor et regarder leur comportement dit responsable, on va découvrir que certains gestes éco-responsables sont vraiment bien implantés dans le quotidien des Français. Il y a des pratiques qui sont partagées par plus des 3/4 d'entre eux. On est même sur un taux de 86% des Français qui nous disent être attentifs à consommer local et 42% le faire très souvent. Ils donnent également des produits ou des équipements en bon état pour qu'ils soient recyclés et sont très investis dans l'économie circulaire. 72% achètent ou revendent d'occasion. Et ils sont même aujourd'hui un peu plus d'un tiers, 68%, à nous dire être attentifs à ce nouvel indice de réparabilité qui concerne les appareils électriques ou électroniques qu'ils vont aller acheter. In fine, c'est 2/3 comme des Français qui nous disent favoriser les commerces qui s'engagent dans des actions éco-responsables et de développement durable. Alors, avec un terrain aussi favorable et qui devient de plus en plus prégnant dans la consommation des ménages, on peut se dire effectivement qu'ils s'intéressent de la même manière peut-être aux pratiques RSE de leurs établissements financiers et au placement responsable. Alors là, un petit peu moins. Si effectivement, on leur a posé quelques questions sur les placements responsables autour d'une échelle d'accord sur différentes propositions, c'est simple, c'est j'ai une bonne image des placements responsables, mettre de l'argent sur des placements responsables permet de donner du sens à son épargne ou à l'avenir. J'ai envie d'épargner sur des supports responsables, des choses finalement assez simples sur lesquelles ils devaient se prononcer sur une échelle tout à fait, plutôt pas du tout d'accord. Et est arrivé qu'il y en a quand même à peu près un quart qui vont nous dire je ne sais pas.
La question n'était pourtant pas difficile. Est-ce que j'ai une bonne image des placements responsables? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie à l'avenir d'épargner sur des supports responsables? 24% également me disent, je ne sais pas. Et même 1 sur 6 me dire, en fait, je ne sais pas si ça permet de donner du sens à son épargne, ce type de support. C'est le premier constat, c'est effectivement ce taux de non-réponse, cette impuissance à répondre, ce qu'on n'aime pas trop en études, mais qui est révélateur effectivement d'un manque d'implication de connaissances. Alors, point positif juste après, quand même, c'est que ceux qui s'expriment, les 3/4 des autres, ils vont être très positifs sur ces placements responsables. On va être, oui, pour 1 sur 2, j'ai une bonne image, effectivement, ça permet de donner du sens et je pourrais m'y intéresser. Ça, c'est effectivement... ceux qui répondent se positionnent là, mais malheureusement, petit bémol, le tout à fait d'accord va plafonner à 10, 11, 14%. Donc, il y a une envie, effectivement, de trouver ça intéressant, mais ils ne sont pas encore forcément dans l'acte. Et surtout, ce qui est intéressant et à retenir aussi, ils ne vont pas avoir envie de participer financièrement à des engagements RSE, de retenir de leur poche. On avait 2 questions comme ça. Si je suis d'accord pour qu'on prélève quelques centimes à chacune de mes transactions, si cela contribue à une bonne action, ou je suis prêt à payer une cotisation mensuelle de quelques euros pour appartenir à une banque qui aurait de réels engagements RSE. Eh bien, c'est non. Globalement, c'est non. On le voit, 57% nous disent non. 31% ou 26% sur la deuxième proposition sont plutôt d'accord, mais c'est surtout sur ceux qui sont des convictions, les extrêmes, les tout à fait d'accord ou les pas du tout d'accord, que la différence se fait. Les tout à fait d'accord sont seulement 6%. Ils sont 6 fois plus nombreux à dire non, no way, je ne veux pas qu'on me prenne finalement de l'argent. Cette opposition est assez farouche à l'idée de mettre la main à la poche pour avoir effectivement une action RSE. Mais alors, la question qu'on s'est posée derrière, c'est effectivement si c'est la banque, l'assureur ou l'établissement de crédit qui réalise ces démarches RSE, eh bien, comment ils les appréhendent et qu'est-ce qu'ils en disent? C'est ça qu'on va regarder tout de suite. Eh bien, finalement, elles vont être assez peu prises en compte, ces démarches RSE, tout simplement parce qu'ils manquent un petit peu de curiosité à leur égard et surtout, ils vont manquer de confiance. C'est aussi à vous, si vous êtes effectivement autour de cette visio appartenant à un établissement financier, banque, assureur ou établissement de crédit, sachez qu'il manque de confiance en vous. On va le voir dans un instant. Alors, rassurez-vous, il y a quand même des opérations qui vont les intéresser. Et on les verra dans la deuxième partie de cette présentation. Mais si on regarde leur intérêt à l'égard des démarches RSE, on peut le faire en 2 temps. Déjà, est-ce qu'ils s'intéressent à l'éthique, aux pratiques RSE des marques qu'ils achètent? Sans parler d'établissements financiers, les marques qu'ils achètent. Alors oui, les 2/3 des Français nous disent oui, c'est une idée intéressante et effectivement, c'est bien de le faire. Et 45% même oui, je le fais parfois ou souvent. 10% le font même souvent. La même question, est-ce que je recherche des informations sur l'éthique, les pratiques RSE de ma banque, assureur ou établissement financier? Alors, sur le niveau d'intérêt, oui, on est toujours à peu près sur 6 Français sur 10 qui trouvent cela intéressant, mais sur le niveau de pratique, on va perdre 1/3 des Français. Ils ne vont plus être que 33%, effectivement, à déclarer le faire parfois ou souvent. Et on peut prolonger, donc je vous disais, en regardant la confiance qu'ils ont à l'égard des établissements pour mettre en place et respecter ces engagements financiers. Là encore, sur une échelle d'accord, tout à fait, plutôt pas ou pas du tout d'accord, avec différentes affirmations qui vont retracer la confiance que les Français ont dans les établissements pour, la question c'était mettre en place et respecter les engagements RSE. Les grands gagnants vont être les banques traditionnelles. Oui, 61% des Français leur font confiance pour mettre en place et respecter des engagements RSE. Alors là encore, ils ne sont pas totalement convaincus, 16% sont seulement tout à fait d'accord avec cette idée-là. Et puis derrière, eh bien, finalement, les taux vont être assez bas. Le deuxième à qui on va faire confiance, ça va être les banques en ligne, mais on va être plus que sur 38% d'accord pour leur faire confiance, puis les organismes de prêt, de crédit ou les néobanques autour de 30%, et c'est surtout, vous le voyez ici, le taux de tout à fait d'accord qui est très faible, aux alentours de 5, 6, 8%. Donc la confiance n'est pas forcément au rendez-vous de la part des Français pour mettre en place effectivement dans vos établissements des engagements RSE, sachant qu'en plus, on a vu qu'ils étaient assez peu curieux, qu'ils s'y intéressaient assez peu. De facto, forcément, les démarches RSE ne sont pas encore aujourd'hui un réel critère de choix pour les établissements financiers.
9% des Français nous disent effectivement qu'ils favorisent souvent les établissements financiers qui s'engagent dans des actions éco-responsables et de développement durable. 9%, si on regarde la même question autour des marques, des commerces engagés, les commerces qui s'engagent dans des actions éco-responsables et de développement durable, le taux est de 19%. On a fait différentes études par le passé, effectivement, qui regardent, qui a déjà posé cette question-là auprès des Français. On voit que ça monte au fur et à mesure sur la partie commerce. Effectivement, je suis de plus en plus vigilante et je favorise de plus en plus les commerces avec ces démarches-là. On peut imaginer que ça va être exactement pareil du côté des établissements financiers, si tant est qu'on arrive à les intéresser et à leur redonner confiance à l'égard de vos démarches. Donc, ça veut dire les rendre visibles, les rendre identifiables, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est effectivement cette difficulté à se projeter sur mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire comme démarche RSE, et à part le bénéfice personnel, je ne vois pas et je m'intéresse assez peu. Effectivement, en début de questionnaire, on leur avait dit si on vous dit qu'un établissement financier, banque, assurance, organisme de crédit s'engage dans un programme RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises à destination des clients, à quoi l'associez-vous parmi les propositions ci-dessous? Et oui, on sait très bien que si on ne peut pas poser ça en question ouverte, dans ces cas-là, ils n'ont pas du tout d'idée. Donc, on les a un petit peu guidés, on les a un petit peu aidés en leur faisant différentes propositions. Et bien, ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas un leader, il n'y a pas une proposition qui l'emporte. Leurs réponses vont s'éparpiller en de multiples directions. À la fois, des actions très génériques, un peu bien pensantes, reflètent des problèmes de la société qui vont être identifiés et choisis par un peu plus de 30%, 31% des Français. Dans ces cas-là, effectivement, les actions des établissements financiers, ça va être de mener des actions en faveur de l'emploi local, être plus social, favoriser l'inclusion, nouer des partenariats avec des associations d'utilité publique ou des entreprises du développement durable. Et ces bonnes idées vont être immédiatement talonnées par, oui, mais enfin, c'est aussi proposer des avantages pour les clients eux-mêmes et de l'accompagnement. Ce qu'ils aimeraient, effectivement, ils vont nous le redire plus tard, c'est des points de force pour séduire les Français et les clients, c'est accompagner des clients vers une consommation raisonnée, en leur donnant des conseils, des recommandations ou des avantages incitatifs sur certains produits. De la même manière, on peut les aider à réduire leur empreinte carbone par des conseils, recommandations ou avantages incitatifs, ou les aider à les conduire à utiliser des moyens de paiement plus éco-responsables. Donc ça, c'est un petit peu le schéma global, c'était s'il y avait un petit peu en question d'introduction dans notre questionnaire. Derrière, on a été beaucoup plus précis sur différentes actions qu'on leur a proposées. Vous allez voir lesquelles dans un instant. Et on leur a demandé un petit peu d'identifier ce qu'ils pensaient qui était déjà en route et d'identifier ce qui, eux, pouvait les intéresser. Alors, si on commence par ce qu'ils identifient, pas grand-chose. Vous vous en doutez, on a vu un des premiers taux de NSP tout à l'heure. Cette chaise vide, effectivement, va représenter le premier point qui est leur ignorance finalement sur ce que vous réalisez en tant que banque, assureur ou établissement de crédit, sur ce que vous pouvez faire comme démarche RSE à destination des clients. La brume, parce que pour ceux qui vont répondre, c'est oui, peut-être. Ils sont peut-être effectivement en train de mettre des choses en place et donc il reste vraiment du chemin à parcourir. Alors, qu'est-ce qu'on a testé? L'idée, ce n'est pas de lire les 25 propositions ici qu'on a testées. Sachez qu'on en a proposé 9 qui concernent la banque, 9 qui concernent l'assurance, 7 qui concernent le crédit. Que les répondants ont été exposés à ces propositions dans un ordre aléatoire. Certains ont commencé par l'assurance, d'autres par le crédit. Enfin, il n'y a pas eu d'ordre, il n'y a pas d'effet d'ordre qui pourrait dire effectivement j'ai plus commencé par ceci ou par cela, donc j'ai plus répondu comme ci ou comme ça au début. Et de la même manière, chaque proposition a été présentée dans un ordre aléatoire. Et ces propositions, elles sont très vastes. Elles peuvent effectivement relayer un avantage, un taux de crédit plus avantageux, une assurance plus avantageuse, mais également être dans le coaching ou dans le conseil du client, favoriser l'inclusion, que ce soit on l'a proposé en inclusion bancaire, assurance ou crédit, etc. Donc des propositions finalement assez larges sur lesquelles on leur a demandé de se projeter, de nous dire si selon eux
les établissements, donc les banques, les assureurs ou les établissements de crédit et de prêt personnel, selon eux, est-ce qu'ils le proposent déjà à leurs clients? Certaines le proposent déjà. Elles y réfléchissent sans doute pour le proposer à l'avenir. Ce n'est pas du ressort de ces banques, assureurs ou les organismes de crédit de proposer cela à ses clients. Et puis, bien sûr, on avait laissé un taux de non-réponse, puisque certains peuvent ne pas avoir envie de s'exprimer, ne pas avoir d'opinion, ne pas se sentir capable. Et là encore, beaucoup de non-réponse. On a fait un taux moyen sur chacun des critères, des actions. Eh bien, il est aux alentours de 30%. 30% des Français disent, mais je ne sais pas en fait si ma banque ou mon assureur y réfléchit, a mis en place, est légitime pour le faire. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je vais pas vous répondre, je n'en sais rien. 30%, c'est un taux élevé et qui va être homogène pour tous les secteurs. Alors 30%, ça veut dire aussi qu'il y a 2/3 des Français qui vont s'exprimer sur notre échelle. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont nous dire surtout, oui, je pense que certaines le font. C'est entre 23 et 29%, ou qu'elles y réfléchissent. Hein. La plupart le font, c'est-à-dire ce sont des démarches déjà engagées, c'est un peu plus de 10% de la population. Donc, on est plutôt sur une démarche qui va être en cours. Et donc, si on calcule un score de visibilité de vos démarches, eh bien, il y a quelques initiatives, effectivement, qui peuvent être un petit peu visibles, mais finalement, un score sur 20 de visibilité, ou 20 sur 20, ça serait tout le monde le propose. Oui, c'est connu, c'est bon, on le sait. Ça serait effectivement le score de 20 sur 20. On ne s'attendait pas non plus à ce score, mais en moyenne, on est sur un score de visibilité des initiatives entreprises de aux alentours de 6, 6,5, quel que soit effectivement l'univers, banque, assureur ou prêt personnel. Alors, bien sûr, ça, c'est au global. Toutes les propositions n'induisent pas la même perception. Certaines vont être mieux connues que d'autres et certaines vont plus les intéresser que d'autres. Avant de croiser l'intérêt et la visibilité des actions, regardons justement qu'est-ce qui les intéresse, puisque chacune des 25 actions ensuite, pour la banque, on leur a demandé, du coup, désignez-nous les critères qui pourraient vous faire considérer, choisir, vous renseigner sur une banque parmi les 9 critères qu'on vous a proposés de démarche RSE. Qu'est-ce qui vous motiverait le plus? La même chose du côté des assureurs, la même chose du côté des organismes de crédit. Alors, qu'est-ce qui les fait bouger? Qu'est-ce qui les fait se lever? En premier lieu, bien entendu, les avantages financiers. C'est vraiment, si j'en retire un avantage, oui, dans ces cas-là, effectivement, je vais m'intéresser à la banque ou à l'établissement d'assurance ou l'établissement de crédit qui le propose. En premier lieu, on va avoir tout ce qui tourne autour de l'assurance et de l'assurance auto, plus avantageuse sur certaines conditions, c'est des petits rouleurs, si j'accepte qu'il y ait des actions responsables autour de ma voiture, en particulier si mon garagiste utilise déjà pas forcément des pièces neuves, mais des pièces de l'économie circulaire, oui, ça peut être effectivement, si je bénéficie d'un tarif d'assurance auto inférieur, ça m'intéresse. De la même manière, si je bénéficie d'un crédit plus avantageux pour le financement d'un projet et plus écologique, que ce soit l'achat d'une automobile ou des travaux de rénovation énergétique, oui, ça m'intéresse. Le deuxième point qui les intéresse, c'est l'accompagnement, les conseils qui vont pouvoir être délivrés pour favoriser ce comportement, cet achat éco-responsable. Ah oui, moi je veux bien que la banque, l'établissement de crédit me guide pour mieux choisir, m'aide à me repérer dans les aides, etc. Ça, on est d'accord, mais je veux bien aussi qu'on m'aide dans la gestion de mon argent. Et puis, dernier point, ça va être l'inclusion, qui est très présente dans l'ensemble des univers. Et donc, si on regarde, et là, ça c'est la synthèse, mais si on fait un vrai mapping façon institut d'études, où là, on a croisé en horizontal la séduction des différentes opérations et sa visibilité en verticale. Donc, on le voit ici, l'élément le plus visible, c'est le tarif d'assurance automobile inférieur en fonction des kilomètres parcourus. Alors ça, c'est quelque chose qui est très incitatif et assez visible aujourd'hui. Effectivement, c'est celui qui va être le plus visible par les Français. Voilà, donc c'est celui qui l'emporte. Et on voit ici, puisqu'en beige, l'idée, c'est pas de tout regarder dans le détail, mais en beige, c'est effectivement donnez-moi un avantage financier, ça me motive. En rose, c'est la partie conseil et l'inclusion qui est ici en gris bleu et qui est plutôt bien positionnée.
Donc, qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui est le plus séducteur pour eux, qui va les inciter et le plus visible? Ça va être dans leur quotidien tout ce qui va être de donner un avantage financier et les conseiller, les favoriser, leur comportement éco-responsable et les accompagner dans une épargne régulière. On l'aura compris, si ça peut mettre quelque argent dans leur porte-monnaie, alors ils vont clairement valoriser l'initiative, ils vont être prêts à y participer. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la dernière partie qui est consacrée au cashback et aux facilités de paiement. Alors, en tant que consommateur et conso-citoyen, ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui nous ont suivis dans notre étude sur les tendances de consommation des Français. Donc, en tant que consommateur et conso-citoyen, le consommateur va chercher effectivement à consommer mieux. Il s'intéresse aux produits, il s'intéresse à l'économie circulaire en particulier et va être totalement séduit par des initiatives, mais des initiatives dont il pourra tirer bénéfice. Et dans ce contexte-là, cashback et facilité de paiement vont réellement être deux leviers complètement majeurs et incitateurs dans la consommation responsable des Français. Alors déjà, ils les connaissent, ces deux systèmes. Ils les connaissent et ils les apprécient. Le cashback, 50% des Français le connaissent, 17% nous disent l'utiliser, et donc à tous, puisque on avait 1 sur 2, donc ils ne le connaissaient pas, donc on a repositionné une description de ce qu'était le cashback à l'ensemble des répondants, et on leur a demandé s'ils trouvaient ça intéressant. Oui, c'est à peu près les 3/4 des Français qui nous disent oui, c'est intéressant, et un tiers vont nous dire que c'est très intéressant. Et c'est même incitatif, puisque 1 Français sur 2 nous disent qu'il irait en priorité chez un commerçant partenaire du cashback. Ça pourrait l'inciter effectivement dans ses choix de commerçant, voire même une personne sur 5 nous disent qu'il serait prêt à changer de banque principale si la sienne actuelle ne lui propose pas cette solution de cashback. Donc un cashback qui séduit. Le paiement fractionné est lui encore plus connu. On est sur quasiment tout le monde qui connaît aujourd'hui cette possibilité de payer ses achats en plusieurs fois. 96% le connaissent, 50% nous disent l'utiliser, dont 12% systématiquement. Et parmi ceux qui l'utilisent, c'est réellement un critère de choix de l'enseigne. C'est-à-dire si j'ai le choix entre 2 enseignes pour acheter le même produit et qu'il y en a un qui me propose le paiement fractionné, 73% des utilisateurs de cashback et 37% des Français vont aller choisir l'enseigne aujourd'hui qui propose le paiement fractionné pour son achat. Donc, au-delà effectivement de cette appétence pour ces deux modes de paiement, ce sont réellement des leviers de l'économie responsable. Fini ici, enfin, les taux de non-réponse. Très clairement, ils vont s'exprimer. On est sur quelque chose qui va leur paraître très concret comme proposition de valeur. Et du coup, on va effectivement retrouver enfin des Français qui s'expriment et qui valorisent. Donc, si on commence par le cashback, oui, les 3/4 des Français sont intéressés si on leur propose l'idée d'un cashback supérieur pour des produits durables, reconditionnés, issus de l'économie circulaire ou du commerce local. C'est-à-dire si ces produits-là, le cashback est supérieur au cashback des autres produits, oui, ça les intéresse, 31% sont intéressés. Au-delà de l'intérêt, c'est de l'incitation dont on parle ici, effectivement, 9 Français sur 10, du coup, iraient dans des enseignes partenaires reconnus et éco-responsables qui proposeraient ce type de cashback donc pour les produits qu'ils commercialisent, donc les produits éco-responsables. 88% choisiraient alors des produits avec un label éco-responsable bénéficiant de ce cashback, ou 82% les produits issus de l'économie circulaire, la seconde main, qui bénéficieraient de ce cashback, et 76% même pour les produits reconditionnés comme back market. Et au-delà de ces forts taux, en plus de oui, ça m'inciterait, les oui totalement, oui certainement, sont extrêmement élevés. On est sur 1/3 de la population. Donc, un cashback qui serait effectivement un petit peu plus incitatif sur ce type de produit aurait réellement un impact sur leur choix de produits ou de réseau de consommation. Attention, ils vont nous dire aussi à un moment donné que c'est bien si le cashback est supérieur, et ils ont quand même envie que ça leur revienne dans leur poche. Ce cashback, ce d'état d'argent, ils n'ont pas forcément envie qu'il aille nourrir une bonne action. Ils préfèrent globalement que ça revienne chez eux. On retrouve cette envie effectivement de bénéficier de son comportement vertueux au travers du cashback. Sur les paiements fractionnés,
Si on imagine un paiement fractionné réservé ou plus avantageux, là aussi, c'est les mêmes libellés pour des produits durables reconditionnés issus de l'économie circulaire ou du commerce local, alors oui, 7 Français sur 10 sont intéressés, encore plus bien entendu par ceux qui recourent déjà au paiement fractionné. Ça les intéresse encore plus. Et donc, in fine, c'est 6 Français sur 10 qui choisiraient des produits responsables si un paiement fractionné plus avantageux ciblait ce type de produits. Et 1 sur 5 en particulier serait très intéressé. Donc là aussi, effectivement, ils iraient volontairement vers des produits durables s'ils peuvent bénéficier d'un paiement fractionné intéressant. Donc, dans ce contexte où le consommateur va être attentif à mieux consommer, où les établissements financiers ont donc totalement intérêt à faire connaître leur engagement RSE, on a vu aujourd'hui, ce n'était pas connu, on n'a pas forcément confiance, et donc il vous faut démontrer effectivement que vous êtes aux côtés des clients pour les accompagner dans leur consommation plus raisonnée et qu'ils pourront bien entendu en tirer bénéfice, puisque là aussi c'est un levier, on l'a vu, très fort. Mais je vais laisser la parole à Madame Auchard qui nous relayer effectivement ce qu'elle constate de cette consommation plus raisonnée et ce que vous-même vous avez mis en place chez Onet. Alors effectivement, tout ce que vous venez de citer sur l'essor d'une consommation plus responsable, je dirais, et la place du paiement fractionné, on le constate chez Onet et je dirais qu'on l'avait anticipé et que la crise que nous avons vécue l'année dernière, la crise sanitaire, a accéléré cette tendance. En fait, je vous l'ai dit en introduction, le paiement fractionné, nous l'avons lancé il y a 14 ans, nous l'avons étendu à des secteurs de consommation, on va dire, variés, le sport, le high-tech, la santé, la mode. Donc, tous ces secteurs, nous les couvrons. Ce que nous avons développé depuis plusieurs années, c'est justement parce que nous en étions convaincus, c'est nos partenariats avec, on va dire, les acteurs, les spécialistes de ce qu'on va appeler la seconde main ou de l'économie circulaire. Donc, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui chez Onet, c'est une augmentation de près de 70% de notre activité de paiement fractionné autour du paiement pour des achats, on va dire, plus responsables, avec des partenariats de seconde main ou d'économie circulaire tels que Back Market. Back Market étant une enseigne qui vend des smartphones reconditionnés. Celency, qui est une brocante en ligne, mais aussi d'autres acteurs. Ma Garantie 5 ans, qui vend en fait des produits high-tech durables avec une garantie 5 ans. Ce constat, on le fait aussi chez des spécialistes de ce qu'on va appeler la mode de seconde vie. La seconde chance, je dirais, des produits, avec des fortes croissances sur les ventes de type showroom privé et VIP. Avec toutes ces expériences, nous sommes convaincus que le paiement fractionné tel qu'on le connaît aujourd'hui, 3-4 fois par carte bancaire, va encore se développer, est un levier essentiel pour permettre aux consommateurs de mieux consommer. C'est pour ça aussi que nous avons lancé, on va dire, du paiement fractionné, on va dire sur une palette plus large de solutions, qui va du j'achète maintenant et je paye dans 30 jours, ce qu'on appelle le pay later, mais aussi jusqu'aux 12 fois par carte bancaire, ce qui permet à chacun des consommateurs de choisir le bon produit et puis d'adapter sa solution de paiement en fonction de son propre besoin. Et en fait, on voit dans l'étude, hein, c'est ce que nous confirme l'étude, et aujourd'hui, nous sommes convaincus que pouvoir payer en plusieurs fois permet aux consommateurs de s'équiper avec des produits de meilleure qualité et plus durables. Alors, ce paiement fractionné, il a aussi une raison d'être par rapport aux commerçants. Parce qu'en fait, le commerçant, on l'a vu, les clients nous disent, 1 sur 3 nous dit, si je n'ai pas une solution de paiement fractionné, je vais dans une autre enseigne. Donc, c'est un service attendu. Donc, c'est un critère de choix de l'enseigne. Donc, c'est un levier important pour les commerçants. Et puis, ce qu'on constate également, c'est que quand ce paiement fractionné est présent, on constate une augmentation du panier moyen chez nos partenaires. Alors, on parle beaucoup, et je vous ai beaucoup parlé des grands commerçants,
Et vous l'avez dit dans l'étude, ce qui est important aussi pour les clients, c'est de consommer local, de consommer auprès de son petit commerçant dans le commerce de proximité. Et vous allez voir que ce que nous avons fait, c'est de travailler avec les agences banques populaires et caisses d'épargne qui vont, elles, proposer ces solutions de paiement auprès de leurs clients, les petits commerçants. Votre petit commerçant du coin de la rue va pouvoir proposer la solution de paiement fractionné. Et ça, je dirais, quand on dit être un acteur responsable, pour nous, cette vocation d'accompagner le commerce local est essentielle. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le commerce local doit avoir les mêmes services que le grand commerce a proposé à ses clients. On l'a dit, 1 sur 3 va changer d'enseigne. Eh bien, faisons en sorte ensemble que la petite enseigne, le petit commerçant puisse proposer le paiement fractionné. Deuxième chose, on vient de le dire, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Enjeu essentiel pour les petits commerçants. Et puis enfin, en soutenant et en proposant ces services et en amenant les clients dans ce commerce local, ça nous permet également de soutenir l'emploi local. Et on a vu que les clients y étaient particulièrement sensibles dans le rôle des banques. Alors, bien évidemment, vous allez voir aussi, alors je vais vous faire un petit peu de teasing, mais d'ici la fin du mois, donc le 30 juin, vous allez voir que cet accompagnement du commerce local va aller encore plus loin que ce que je viens de vous dire et on va annoncer une nouvelle solution qui va permettre aux Français de mieux consommer et de reprendre le contrôle de leur budget. Alors, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais vous verrez tout ça le 30 juin. Alors, on vient de parler du paiement fractionné, mais on l'a vu, ce qu'attendent aussi les clients d'une banque, c'est également dans sa démarche RSE de soutenir l'inclusion sous toutes ses formes. Et ça a été depuis le départ un parti pris très fort de Honnay, et notamment de travailler sur l'inclusion bancaire. Alors, l'inclusion bancaire, c'est d'abord de donner à chacun le pouvoir de mieux consommer. C'est-à-dire, et ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'on puisse donner l'accès aux solutions et notamment au paiement fractionné à tous. Nous n'avons pas de critères de présélection. Quelle que soit votre situation professionnelle, votre CSP, je dirais, vous pouvez recourir au paiement fractionné. Notre taux d'acceptation, donc d'éligibilité, est de plus de 9 clients sur 10 sur le paiement fractionné. Donc, l'inclusion, c'est l'accès à ces services de paiement fractionné. Et bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. C'est également une forte collaboration sur l'exclusion financière et puis la prévention, parce qu'il faut en parler également, du surendettement. Donc, nous avons développé, nous, de notre côté, une collaboration très forte, en grande proximité, avec Crésus, qui est une fondation et un réseau d'associations engagées dans la lutte contre l'exclusion financière. Et puis également la prévention du surendettement. Donc là-dessus, nous avons travaillé sur 3 axes majeurs. La première chose, l'éducation budgétaire. Nous avons un programme avec Crésus, Dilemme, qui permet de sensibiliser nos clients, les jeunes générations également, à tout ce qui est éducation budgétaire. Donc, nos collaborateurs interviennent dans des écoles, dans des centres de formation, des formations en apprentissage pour sensibiliser les jeunes générations à l'éducation budgétaire. C'est important. C'est notre rôle également en tant que banquier de permettre à chacun de maîtriser son budget. Cette année, nous allons aller plus loin. Nous avons développé avec Crésus une application qui va permettre à chaque Français d'avoir une vue globale budgétaire et d'avoir des propositions d'optimisation pour mieux maîtriser leur budget. Elle sera lancée au 2e semestre. Et puis enfin, et je dirais que il faut en parler également, c'est toute la détection et l'accompagnement des clients en situation de fragilité. Chacun peut connaître des moments de vie plus difficiles. Ce qui est important pour nous,
c'est de les détecter en amont de ce qu'on va appeler l'impayé pour permettre d'accompagner ces clients, notamment avec Crésus, et les aider à surmonter cette période plus difficile. Aujourd'hui, chez Onet, nous avons notre propre centre de relations clients et nous avons plus de 300 conseillers qui sont formés pour détecter et accompagner les clients. Et puis, enfin, troisième point, l'inclusion, c'est également l'inclusion grâce à la formation. Et nous avons renforcé cette année notre partenariat avec la fondation showroomprivé.com et nous avons mis sur pied cette année l'école du e-commerce Showroom Privé Onet avec une ambition, c'est de former celles et ceux qui se sont éloignés du marché de l'emploi au métier du e-commerce. C'est près de 40 apprenants chaque année, alors dans la région près de chez nous, à Roubaix, donc dans le nord, qui sont formés et remis dans un circuit professionnel autour des métiers du e-commerce. Et ce qu'on a enrichi cette année, c'est justement un nouveau module autour du paiement, de la fraude et de la monétique, parce qu'en fait, ces paiements, fraude et monétique sont des enjeux majeurs pour les acteurs du e-commerce. Il y a énormément d'apprenants dans cette école qui ont la vocation de lancer leur propre activité, de créer leur propre site d'e-commerce. Et là, nous leur donnons toutes les clés pour mettre en œuvre, pour leur expliquer les enjeux du paiement dans le parcours de fidélisation client, et puis leur donner toutes les clés pour choisir et mettre en œuvre ces solutions de paiement. Alors, bien évidemment, là, quand je vous ai dit tout ça, on n'en est vraiment qu'au début. Nous sommes convaincus que les clients, même si dans l'étude, on sent qu'ils sont encore un peu perplexes, je dirais, par rapport aux démarches RSE, nous sommes convaincus que tout cela va se développer et que le client va être de plus en plus exigeant par rapport, je dirais, à ses partenaires et en particulier envers les banques. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une faible attente des Français envers les banques sur ce sujet. Alors, je pense qu'on peut peut-être interpréter, alors c'est une hypothèse de ma part, cette faible attente par rapport au manque de confiance qu'ont les Français de façon générale dans les institutions bancaires. Quand vous regardez un petit peu tous les métiers, finalement, la banque arrive très bas du tableau dans le niveau de confiance des Français envers les banques. Je pense qu'il c'est réparti, il y a une étude qui monte autour de 19 métiers, que la banque arrive en 15e place, donc très très bas en bas du classement. Chez Onet, nous sommes convaincus que la confiance avec nos clients est essentielle. Alors, il y a Le Point qui a publié un classement justement des entreprises les plus responsables. Onet est arrivé 120e sur 2000 entreprises étudiées et 9e dans le secteur bancaire, ce qui veut dire que la banque a sa place dans ce secteur et que la satisfaction client à haut niveau paye. Aujourd'hui, plus de 80% de nos clients nous recommandent. Donc, bien évidemment, établir la confiance et s'engager dans une vraie stratégie d'acteurs éco-responsable devient un enjeu majeur qui va ne faire que s'amplifier dans les prochaines années. Et donc, nous allons continuer à travailler dans tout ce que nous faisons et mettons en place, nous enrichir de l'étude réalisée pour permettre d'aller encore plus loin. Je vous l'ai déjà dit, il y a des annonces qui vont être faites. Il y a déjà le lancement du paiement fractionné chez les petits commerçants. Et puis bientôt, une nouvelle solution, le 30 juin, qui va sortir, qui va permettre à chaque Français de mieux consommer et de reprendre le contrôle sur leur budget. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais encore remercier Moaï pour la qualité de cette étude qui nous donne des pistes importantes et qui confirme des orientations que nous avons prises et que nous allons continuer
à mettre en œuvre. Merci à tous. Merci beaucoup et je vous retourne les remerciements parce que c'était très agréable effectivement de faire cette étude et d'explorer avec vous l'ensemble de ces dimensions et votre témoignage a été très enrichissant. Merci beaucoup. Je pense que ça va être le moment des questions. Si vous en avez, vous pouvez effectivement, il nous reste quelques minutes pour partager avec vous autour de vos interrogations, vos questions, vos remarques.